Bonjour, bienvenue pour ce moment particulier qu'on va vivre ce matin. Je prends un ton solennel parce que nous sommes dans un procès. Je suis Samuel Sauvage, ici juge d'une affaire bien particulière, d'une affaire unique, puisque nous avons été saisis d'une plainte qui vient de citoyens qui s'adressent au droit lui-même, plus précisément aux actions juridiques. Ce sont elles qui sont ici accusées de ne pas protéger les consommateurs, de ne pas protéger la planète. Et donc on va vivre un moment pour décider ensemble. Donc vous, dans la salle, vous êtes ici des jurés et vous allez nous aider à voir dans quelle mesure il y a lieu de condamner ou pas ce levier qu'est le droit pour les enjeux de ce siècle. Je suis complètement impartial, parce que je vois ici peut-être des mous. Eh bien, impartial dans le sens où HOP, je suis cofondateur de l'association, et HOP a lui-même une relation contrastée à ces actions juridiques. Pourquoi ? Parce que certes, d'un côté, nous avons obtenu de nouvelles lois, comme l'indice de réparabilité, par exemple, qui rentre en vigueur. De l'autre côté, tout ce que nous obtenons, eh bien, c'est souvent insuffisant. L'indice lui-même, non seulement il ne concerne pas tous les produits, mais il n'est pas tellement appliqué. On porte plainte. Alors parfois, on a gain de cause, comme contre Apple, qui a été condamné à une amende de 25 millions d'euros. Mais peut-être on pourrait se dire 25 millions d'euros pour Apple, ce n'est pas suffisant non plus. Et puis parfois, on porte plainte, comme contre Epson, pour les imprimantes depuis 2017, voire fin 2016, et toujours pas de réponse. Donc, il y a des victoires, il y a des frustrations, et donc je suis impartial. Nous allons, au cours de ce procès, passer la parole à 4 témoins que je remercie de s'être déplacés pour l'intérêt général. On a ici Christina Ganapini, qui représente ici la coalition Right to Repair en Europe. On a à la droite également Benoît Delporte, qui est fondateur ou cofondateur de Bilang, qui va présenter aussi cette entreprise. Nous avons à ma gauche Justine Ripoll de Notre Affaire à tous. Et puis, encore à ma gauche, Ève Truillet, qui est chercheure sur les questions de droit, professeure, et elle nous expliquera également en quoi le droit peut protéger ou pas notre environnement et les consommateurs. Alors c'est un moment solennel, je vais vous demander de rester calme. Et on va pouvoir commencer par procéder au premier chef d'inculpation du droit, parce qu'il y en a 3. Le premier, c'est le droit est trop lent. Le second, le droit joue un rôle conservateur au bénéfice des plus puissants. Et le troisième, le droit ne parvient pas à se faire appliquer. Les lois ne sont pas appliquées. Donc sur le premier chef d'inculpation, nous avons ici 2 témoins. La première, c'est Ève Truillet, qui peut passer à la barre en tant que témoin, puisqu'ici, l'inculpation est claire, le droit met trop de temps à évoluer. On ne peut donc pas compter sur lui, et on ne peut pas compter sur les lois pour l'urgence écologique. En tant que témoin, qu'avez-vous à dire ? Peut-être vous pouvez décliner votre nom, prénom, et puis qu'avez-vous à dire en défense ou en accusation du droit sur ce point-là ? Oui, est-ce que ça fonctionne ? Donc, je suis Ève Truillet et je suis chercheure au CNRS spécialisée en droit de l'Union européenne et en droit de l'environnement plus particulièrement. Donc oui, beaucoup de reproches sont adressés au droit en général,
Au droit de l'environnement en particulier, le droit serait trop lent, il serait mal appliqué également. Ces reproches, je dois le dire, sont en partie fondés. Le droit de l'environnement existe depuis, tel qu'on le connaît aujourd'hui, existe depuis environ 50 ans. Les premières règles véritablement qui fondent le droit de l'environnement ont commencé à être adoptées au début des années 70. Ça fait donc 50 ans que des règles sont adoptées partout sur la planète pour protéger l'environnement. De nombreuses règles. C'est un droit qui est particulièrement touffu. Les règles concernent à peu près tous les domaines, tous les risques, toutes les activités. Et pourtant, ces règles, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'elles n'ont pas permis d'atteindre leur objectif. Loin de là, puisque la qualité de l'environnement, finalement, n'a pas cessé de se dégrader depuis tout ce temps. Nous aurions même dépassé 6 des 9 limites planétaires. Les limites planétaires, ce sont ces seuils biologiques, géographiques, etc., soulignés par des chercheurs en 2009, seuil qu'il ne faut pas dépasser si on veut continuer à vivre sur une planète sécurisée, si on ne veut pas que le monde s'effondre, en fait, pour cause de mauvais traitements, finalement. Alors, comment on peut expliquer cette impuissance du droit ? La lenteur dont vous parlez, le droit est trop lent, la lenteur ne me semble pas forcément le reproche principal que l'on peut faire au droit. On le sait tous, hein, face à certaines questions, le législateur sait réagir vite, il réagit vite. On n'a qu'à prendre l'exemple de la crise sanitaire ou du terrorisme. Il n'a pas fallu attendre très longtemps pour que des lois soient adoptées et appliquées. Et le droit de l'environnement, malgré sa jeunesse, c'est un droit jeune, hein, 50 ans c'est jeune, est caractérisé par une profusion de textes, une profusion de lois adoptées parfois rapidement, parfois en urgence, pour faire face à des crises particulière, à un risque particulier. Donc il ne me semble pas que ce reproche-là soit le reproche fondamental. En revanche, c'est vrai, l'ordre juridique est assez mal outillé pour prendre en compte la complexité inhérente aux enjeux écologiques. Le droit fonctionne en silo. Il traite les questions finalement les unes après les autres, les unes à côté des autres, sans forcément les mettre en relation, ce qui parfois est inefficace ou contre-productif. On n'a qu'à prendre l'exemple justement de la durabilité des produits. Hein. La durabilité des produits, c'est une question qui concerne à la fois le droit de l'environnement et le droit de la consommation, la protection de l'environnement, la protection des consommateurs. Et le droit a du mal à faire des ponts entre ces deux ensembles normatifs. Le droit est également mal outillé, c'est vrai, pour faire face à l'urgence, aux urgences environnementales, sans parler des lois et de leur processus d'adaptation. Je dirais que les procédures juridiques, les procédures judiciaires en particulier, respectent un certain nombre de règles adoptées pour protéger les justiciables, pour assurer la sécurité juridique notamment, et elles sont peu compatibles, ces règles-là, avec l'urgence. Elles sont peu compatibles avec une menace de dommages imminente. Mais les choses évoluent. De plus en plus de juges acceptent de statuer en référé, par exemple, ça veut dire selon une procédure d'urgence, sur des questions environnementales. Je prends un exemple, il y en a plusieurs récemment. Je prends un exemple, c'est l'exemple de la forêt de Białowieża en Pologne. Le gouvernement polonais avait entrepris un vaste plan d'abattage de cette forêt, qui est une des dernières forêts primaires d'Europe. Eh bien, la Cour de justice de l'Union européenne, pour la première fois, a statué en urgence, en référé, en ordonnant à la Pologne de cesser sa coupe d'arbres. Voilà, c'est le signe que les choses évoluent, à mon sens. On aura peut-être l'occasion de discuter d'autres exemples. Et enfin, peut-être pour finir cette réponse-là, je dirais que la protection de l'environnement, par l'adoption des lois, c'est une chose. Ce qui importe, c'est l'application de ces lois, et l'application notamment par les juges. Et en ce sens, le plus ou moins grand accès des citoyens et des associations à la justice est déterminant pour faire appliquer les lois. Et en France,
Il me semble que cet accès est largement garanti, comme en témoigne l'affaire du siècle, l'affaire Grande Sainte ou les décisions en matière de qualité de l'air qui ont été initiées, par exemple, par les Amis de la Terre et qui ont abouti à la condamnation de l'État français à plusieurs reprises, à des sanctions financières, etc. Si je mets de côté les sanctions financières, je dirais la médiatisation de ces affaires conduit, on le voit, c'est évident, conduit à faire bouger les choses un peu. Merci à ce premier témoin pour ce témoignage en défense, d'une certaine manière, même si c'était nuancé, du droit. Et on va passer au second témoin, effectivement, Benoît Delporte de Bilang, qui, je crois, peut peut-être apporter des éléments plus accablants sur cette lenteur de l'évolution législative. Je vous passe la parole. Effectivement, je suis là pour parler un peu de la lenteur législative. Donc, pour donner un peu de contexte, donc moi je suis Benoît Delporte, je suis le cofondateur de Bilang. Bilang, c'est quoi? Donc, on est le premier e-commerçant français à labelliser une offre électroménager durable et à garantir tous nos produits 5 ans. Nous, on a notre parti pris, c'est de dire qu'il faut mettre sur le marché des produits qui vont durer dans le temps. Et du coup, on a regardé ce qui se passait sur le marché. On a beaucoup échangé avec les associations comme Hub sur l'indice de réparabilité et sur la capacité à faire réparer les produits. Et on s'est dit, c'est beaucoup trop long. Il faut qu'on arrive à donner une information beaucoup plus rapide aux consommateurs sur si les produits vont durer, combien de temps ils vont durer, etc. Et on le voit très bien, l'indice de réparabilité, l'émanation de Hop, ça date de 2016-2017. La mise en application, elle a été faite seulement en janvier 2021. Nous, de notre côté, chez Bilang, on a créé un indice de durabilité qui va prendre plusieurs critères qui vont donner des indices de durabilité aux consommateurs. Donc pour nous, il était important de dévancer la loi, d'être précurseur et de proposer des choses aux consommateurs avant que la loi arrive. Quand vous voyez ce qui s'est passé pour l'indice de durabilité, entre 2017 et 2021, ça a mis plus de 4 ans. Le temps du consommateur n'est pas le temps de l'État et de la politique. Et donc, il est important d'aller beaucoup plus vite. Au-delà de ça, au-delà du temps, on voit aussi qu'en termes d'application, c'est des applications qui sont assez partielles. Nous, notre indice de durabilité, nous, on a réussi à le sortir en moins de 6 mois. Du coup, le temps du privé, le temps des sociétés, beaucoup plus rapide et surtout beaucoup plus adapté en fait à la société actuelle par rapport au temps de l'État. Donc 6 mois pour sortir notre indice de durabilité entre la réflexion et la conception et qui permet en fait, d'évaluer 10 catégories importantes sur les familles d'électroménagers, alors que l'indice de réparabilité, plus de 4 ans pour le sortir sur gentiment 5 catégories. Là, 3 catégories nouvellement, il est que donc partiellement appliqué et en plus il est pas forcément appliqué bien partout chez toutes les entreprises. Au-delà de ça, on voit au-delà de notre indice de durabilité et sur les produits durables électroménagers, on voit que là, c'est souvent des entreprises qui sont à l'initiative des lois qui arrivent. Vous prenez par exemple la loi Hamon qui était là pour protéger le consommateur en 2014. Vous prenez des sociétés comme Darty ou Langer, ils n'ont pas attendu que la loi Hamon soit là pour protéger le consommateur, faire en sorte que les produits durent. Darty, son contrat de confiance existe depuis 1973 et du coup, les garanties 2 ans, on n'a pas attendu la loi. S'il n'y avait pas attendu la loi, ça aurait été compliqué. Vous prenez par exemple aussi tout ce qui est droit de rétractation. Vous prenez tous les sites e-commerce, ils n'ont pas attendu la loi Hamon en 2014 pour donner le pouvoir aux gens de pouvoir se rétracter. Encore un autre exemple, vous prenez l'exemple de Yuka. Yuka a arrivé avec, un peu comme nous on a fait sur l'électroménager, ils ont commencé à évaluer tous les aliments et de dire est-ce qu'il est bon pour le consommateur et de protéger le consommateur en lui donnant la bonne information
au bon moment. Et donc maintenant, on sort le Nutri-Score en 2021. Donc on voit qu'il y a énormément d'exemples qui montrent que les entreprises, que les associations sont à l'initiative des changements et que souvent les lois suivent ce que font les sociétés et les associations de consommateurs. Donc moi je dis de manière ferme que la loi est trop longue et qu'il faut réussir à suivre les entreprises et les associations pour avancer plus vite. Je vois que certains sont dispersés au fond de la salle. Nous sommes sur ce premier chef d'inculpation. Merci à ces deux témoins qui ont... Voilà, c'est toujours une prise de risque de venir devant un tribunal comme ça, donc je voulais vous remercier. Je m'adresse maintenant aux jurés qui vont pouvoir lever la main sur ce premier chef d'inculpation sur la lenteur du droit, de la loi. En quoi est-ce qu'elle arrive à protéger le consommateur et notre environnement ? Nous avons vu des arguments dans un sens et dans l'autre parce que la loi évolue quand même vite. Le droit de l'environnement s'est constitué de manière même trop touffue parfois, mais en réaction, y compris dans certaines urgences. La loi est capable et on l'a vu sur certaines condamnations. Il y a des motifs d'espoir en ce sens. De l'autre, on a aussi entendu comment les entreprises peuvent aller beaucoup plus vite, peuvent devancer, peuvent même inspirer. Et donc, il pourrait aussi être plus intéressant de se concentrer sur l'évolution du secteur privé plutôt que d'attendre que la loi daigne réagir. Alors, pour le public, pour les jurés, qui d'entre vous, en levant la main, considère qu'à ce stade, la loi est trop lente pour protéger le consommateur et la planète? Combien de mains levées? Nous en avons. Ensuite, nous en avons une bonne moitié qui considère qu'en revanche, la loi est suffisamment rapide. Quelques mains levées. Donc, une majorité en condamnation sur ce premier chef d'inculpation. Je vous remercie. Deuxième chef d'inculpation, c'est le rôle conservateur du droit. Vous savez, il y a des théories de longue date montrant que le droit, il reflète des rapports de force dans une société, que donc ces rapports de force sont souvent économiques et donc le droit est là pour protéger l'intérêt des dominants. Parce que ce sont les dominants qui sont les plus influents pour faire la loi. Et en revanche, on a ici des activistes qui militent pour cette évolution et considèrent que le droit peut être un atout et peut aider à changer l'ensemble des modes de production et de consommation. Nous allons passer sur ce sujet à un premier témoin avec Christina Ganapini de Right to Repair Europe. Sur ce sujet du droit notamment, est-ce qu'il est conservateur face au consumérisme? Est-ce qu'il est favorable au consumérisme aujourd'hui? Ou est-ce qu'au contraire, on peut compter sur le droit pour consommer moins et mieux? Je vous passe la parole. Oui, bonjour à tous. Je suis Christina Ganapini de Right to Repair Europe. J'ai des stickers, si vous voulez, je vais vous en donner tout à l'heure. Right to Repair, droit à la réparation. Nous sommes une coalition d'organisations européennes qui militent pour le droit à la réparation à niveau européen. Donc, je vais vous parler de droit européen surtout. Alors nous, évidemment, on n'est pas satisfait avec l'état de droit européen actuel, pas du tout. C'est pour ça que la campagne existe. On considère que l'Union européenne, pour l'instant, reste une union économique fondée sur la surconsommation et sur la surcroissance économique. Donc pour l'instant, le droit n'est pas du côté des consommateurs dans le sens de consommateurs responsables et n'est pas du côté de l'environnement. Malgré le pacte vert, le Green Deal, ça avance très lentement. Je dois un petit peu rejoindre les interventions précédentes.
Et alors qu'on voit que du côté des citoyens, on voit énormément d'activités de réparation, d'activités de réparation communautaire, des repair cafés, des gens qui s'opposent à l'obsolescence programmée, qui veulent garder leurs produits plus longtemps. Donc, on voit qu'il y a cette opposition. Et les gens voudraient bien réparer leurs gadgets, les garder plus longtemps, mais c'est souvent très difficile, très coûteux. Et même l'Union européenne reconnaît ça. Si vous connaissez peut-être l'Eurobaromètre, en 2020, l'Eurobaromètre montre que 80% des répondants considèrent qu'ils préféraient réparer leurs gadgets et que les fabricants devraient être tenus à faciliter la réparation. Mais dans la pratique, qu'est-ce qui se passe? Les choses bougent, mais voilà, c'est quand même très nuancé. En même temps, on voit que les choses peuvent bouger et quand elles bougent, ça peut avoir un impact. L'indice de réparabilité en France, on peut le critiquer de plein de façons, mais ça a fait réveiller aussi plein d'autres États à niveau européen. Ça a fait réveiller aussi l'Union européenne qui réfléchit, développe en ce moment un indice de réparabilité. Donc tout n'est pas perdu non plus. Donc pour vous dire, en tant que coalition, nous, on considère que le droit est un instrument, il est dans nos mains. On peut faire évoluer le droit, on peut faire évoluer ces rapports de force, comment ils sont reflétés à niveau politique. Donc nous, on veut le faire évoluer sur 3 points. Sur le niveau d'éco-conception, c'est-à-dire comment les objets, les gadgets, les appareils sont designed, comment ils sont construits pour rendre la réparation plus facile. Là-dessus, on a énormément de législation européenne qui est censée sortir. La Commission l'a annoncé, mais dans la pratique, ils ont énormément du retard, ils ne mettent pas les ressources derrière pour le faire. Donc, il faut vraiment garder la pression sur eux pour qu'ils le fassent, pour les tenir responsables, pour qu'ils fassent ce qu'ils promettent, ce qu'ils racontent. Et c'est ça qu'on essaye de faire. La deuxième chose qu'on demande, c'est d'avoir un accès équitable et juste aux pièces de réchange, aux pièces détachées et aux manuels d'information. Si vous avez déjà fait tomber votre téléphone pendant une soirée, par exemple, vous savez que si vous le cassez, c'est très compliqué de le réparer parce qu'on va vous dire on n'a pas les pièces de réchange, c'est très cher, ça coûte moins cher d'acheter un nouveau. Ça n'a aucun sens, on est d'accord. Et on essaye de faire évoluer ça dans le droit européen pour obliger les fabricants à donner les pièces de réchange. Le troisième point, c'est l'information aux consommateurs. Et là-dessus, je vous dis, la France, on regarde vraiment à la France parce que cet indice de réparabilité est un début, est quelque chose de très intéressant. Mais si on regarde en termes européens, en fait, avant-hier matin, ceux qui suivent la campagne ont peut-être vu qu'on s'est levé très tôt, on est allé manifester devant la Commission européenne parce que ceux qu'ils ont proposé comme indice de réparabilité pour les smartphones et tablettes seulement en termes européens, ne prend pas en considération le prix des pièces de réchange, par exemple. Donc, est-ce que le droit peut protéger les consommateurs et l'environnement? Oui, s'il est bien fait, oui, s'il avance, oui, si on l'applique. Mais il faut que nous-mêmes, on s'applique en tant que citoyens, en tant qu'activistes, pour faire pression sur les institutions. Et je voulais vous donner un autre exemple, parce que vous savez peut-être, si vous vous intéressez à la réparation, que le gouvernement français va peut-être, probablement, à partir du 15 décembre, proposer ce fonds de réparation, donner des sous aux gens pour qu'ils aillent réparer leurs appareils et non pas les remplacer immédiatement, sans même pas y penser. Alors, nous avons des exemples. En Autriche, ça a été fait à différents niveaux. Depuis avril de cette année, il y a un fonds national qui fonctionne un peu comme celui qui va être peut-être proposé en France. Mais ça a été, d'abord, cela a été testé à niveau des villes, à niveau régional, à niveau fédéral. Et là-dessus, nous avons déjà des données, comment cela a marché. Et 40% des personnes qui ont utilisé ce fonds ont dit qu'ils n'auraient pas fait la réparation sans ce fonds. Donc déjà, ça incite des gens à le faire. Pour ce qui est des entreprises de réparation, des sociétés qui proposent de la réparation, on a une nette majorité qui dit qu'ils ont vu une augmentation des réparations. 38% dit qu'il y a eu vraiment une augmentation remarquable et 42% dit qu'il y a eu quand même une augmentation. Donc ça, c'est net et c'est clair. Et ça
montre que ça peut marcher. Donc, le droit, il peut aider. Les actions politiques, juridiques peuvent aider, mais nous devons absolument faire pression sur les institutions, sur les décideurs politiques pour que ça aide. Donc, je dirais le droit, c'est un instrument dans nos mains et c'est un peu à nous, malheureusement. Ça serait mieux si on pouvait se reposer, mais non, c'est à nous de faire en sorte qu'il soit efficace. Merci. Merci à ce premier témoin, Madame Ganapini. Donc, c'était une défense ici, même s'il est encore nuancé, sur ce rôle conservateur du droit, notamment par rapport au consumérisme. Nous allons passer la parole à un second témoin, Justine Ripoll, sur ce même chef d'inculpation, c'est-à-dire le rôle conservateur du droit, mais pas seulement sur le consumérisme, mais plus globalement, est-ce que le droit il ne peut être qu'en défense des humains actuels? Est-ce qu'il oublie nécessairement les générations futures? Est-ce qu'il oublie nécessairement tout le vivant? Quelles évolutions du droit on peut donc attendre? Je vous passe la parole. Là, c'est bon? Super. Déjà, merci de m'avoir invité comme témoin, même si je suis un peu perplexe par rapport à ce chef d'inculpation. En fait, comme si on pouvait faire sans les lois et faire sans le droit. Finalement, les lois et le droit, c'est vraiment les règles du jeu. Donc, on peut les déplorer, on peut essayer de les challenger, mais on peut difficilement faire sans. Ça ne veut pas dire qu'il faut utiliser seulement cette stratégie-là. Il y a plein d'autres stratégies qui sont nécessaires et qui sont complémentaires du fait de renforcer les lois, du fait d'essayer de les appliquer devant les tribunaux. Mais en tout cas, c'est un outil qui est un peu incontournable. Quant au fait qu'il serait trop conservateur et finalement un outil des puissants, d'une certaine manière, oui, parce que le droit est le reflet de la société. Généralement de la société et des rapports de force passés, puisqu'on a dit qu'il mettait quand même un peu de temps à se mettre en place. Donc forcément, il est aussi une image de la société telle qu'elle était avant. Mais ça ne veut pas dire que le rapport de force, il n'est pas en train de changer. Et que du coup, le regard qu'on porte sur les lois existantes ou sur la manière dont elles évoluent ou doivent évoluer, il n'est pas également en train de changer. Qui peut dire où est le rapport de force aujourd'hui? Quand on a, par exemple, sur le cas de l'affaire du siècle, on a 2,3 millions de signataires, qui aujourd'hui peut affirmer que le juge n'a pas été influencé par ce rapport de force et par cette, finalement, démonstration de ce rapport de force. Et donc, du coup, la question, c'est comment on fait en sorte que le droit soit conservateur de ce qu'il y a de bien, c'est-à-dire qu'il le garde, par exemple les droits humains, etc., qu'il les renforce, mais qu'il soit capable aussi d'évoluer pour illustrer des rapports de force qui sont en train de changer dans la société. Et ça, finalement, c'est quand on dit que le droit est le reflet aussi de la société dans laquelle il s'insère. C'est peut-être à nous aussi, société, de changer le rapport qu'on a et le regard qu'on porte sur les lois et sur le droit. Parce qu'en fait, par exemple, il y a plein de lois qui vont citer le consommateur. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas regarder et voir le consommateur différemment? C'est-à-dire le consommateur, c'est aussi un citoyen. Ou sur le fait que le droit ne se soucierait que des humains, bah oui. Et alors, en fait, les humains sont aussi dépendants de leur écosystème, de leur environnement. Et donc finalement, on n'a pas forcément besoin de tout révolutionner dans le droit. On a peut-être besoin de regarder différemment certains termes, comme consommateur, comme droits humains, pour pouvoir intégrer ces nouveaux rapports de force et ces nouveaux enjeux, comme par exemple du coup, celui de l'obsolescence programmée ou de la crise climatique. Merci. Merci à ce second témoin. Et puis un troisième témoin exceptionnellement sur ce chef d'inculpation, en redemandant à Ève Truillet de venir à la barre et de nous apporter aussi son éclairage sur ce rôle conservateur du droit. Qu'en pensez-vous?
Je vais commencer par dire que je n'ai pas grand-chose à ajouter à ce qui vient d'être dit. En fait, je suis en plein accord avec ce que le précédent témoin vient de vous exposer. Effectivement, voilà, le droit est le reflet des rapports de force et je ne vois pas bien comment il pourrait en être autrement. Et j'aurais appuyé également, mais comme cela vient d'être fait avec notre affaire à tous, mais en multipliant les exemples, sur le rôle finalement essentiel des associations, de ceux qui mènent les combats en fait, juridiques devant les juges. Effectivement, pour le climat, notre affaire à tous, mais on peut prendre d'autres exemples et penser par exemple, je ne sais pas, à la guérilla contentieuse menée par certaines associations contre des autorisations de chasse, par exemple, ouverture de la chasse, technique de chasse, etc. Ces associations sont celles qui font appliquer les normes adoptées notamment en droit de l'Union européenne, la directive Natura 2000. Sans elles, effectivement, les préfets pourraient prendre les arrêtés qu'ils souhaitent prendre, effectivement, pour aussi tenir compte des rapports de force qui existent sur cette question-là de la chasse. Le rôle des associations devant les juges ici est absolument essentiel et c'est ce qui permet de rétablir également un peu l'équilibre dans les forces en présence. Peut-être juste ajouter une chose à propos de ce rôle du droit face au non-humain, à la nature. C'est une question qui est largement médiatisée ces dernières années. Je pourrais presque dire qui est à la mode, c'est-à-dire doit-on donner des droits à la nature? Ici, en France, donner des droits à la nature, ça voudrait dire permettre à la nature de saisir le juge, de s'exprimer devant un tribunal ou les éléments de la nature. Symboliquement, c'est, je trouve, une belle question. En pratique, il me semble que la nature très conservatrice de notre droit français, finalement, est conforme à notre culture, parce que les endroits où ce droit de la nature existe, ce sont des endroits où les relations entre humains et non-humains sont très différentes, sont bien plus intenses, sont matricielles, culturellement ancrées dans la vie quotidienne, en réalité, ce qui n'est pas du tout le cas, me semble-t-il, dans nos sociétés européennes. Et j'ajouterai sur ce point que je me demande dans quelle mesure c'est bien utile de mener ce combat et de le mener à bout, puisque effectivement, aujourd'hui en France, les animaux ne peuvent pas aller en justice. Les arbres non plus, mais les associations peuvent le faire, elles le font très bien. On a un droit qui permet à un certain nombre d'entités, d'associations, de protéger indirectement, certes, les droits de la nature. Et ce droit-là, ces mécanismes-là fonctionnent, à mon sens, plutôt bien. Donc, voilà, je crois que ça sera tout. Je n'ai pas beaucoup de choses à ajouter sur ce point. Effectivement, le conservatisme est propre au droit parce que celui-ci doit faire respecter aussi d'autres intérêts. Une certaine lenteur et un certain conservatisme sont, à mon avis, inévitables. Merci. Je sens que les jurés ici sont assez concentrés. Ils sont parfois abasourdis devant l'ampleur de leur tâche. C'est vrai qu'on a eu donc ici trois témoignages assez positifs au regard de ce chef d'inculpation, puisqu'on a vu d'un côté comment un petit peu il y a cette idée du le droit c'est nous, et donc nous pouvons le faire évoluer en faveur de la réparation. Nous avons eu également avec Justine Ripoll cette idée de comment le droit actuellement est en pleine évolution pour défendre d'autres types de rapports de force. Et le rapport de force, il n'est pas forcément celui des plus puissants économiques. Sur les questions environnementales notamment, la majorité de la population peut être favorable à cette évolution et l'exiger. Et puis également ce côté
peut-être inéluctable d'un droit conservateur et en même temps une mode actuelle de mise en place de droits pour la nature. C'est vrai que souvent ça passe par les humains. C'est ce que nous avons eu aussi dans le dossier de plainte. Il se trouve qu'il y a des évolutions quand même avec... même en France, en Nouvelle-Calédonie par exemple, ou même en Espagne récemment, où ils ont désigné des associations tuteurs d'une réserve ou d'un lac, et donc pour parler au nom de la nature ou du vivant. Mais ça passe par les humains, effectivement. Alors, qu'en disent les jurés? Parce que c'est vrai que c'est complexe. Est-ce que selon vous, on est sur un instrument conservateur par nature, le droit, la loi, et donc, sous-entendu, est-ce qu'il faut compter dessus pour protéger la planète, pour protéger le consommateur, si de toute manière ça joue un rôle en défense des intérêts dominants? Alors, je vais vous laisser lever la main comme tout à l'heure. Qui considère que le droit, son application, la loi, sont un outil conservateur? Quelques mains se lèvent, mais c'est beaucoup moins flagrant que tout à l'heure. Donc on a aussi des mains qui vont se lever en défense du droit, qui n'est pas un instrument conservateur. Majoritairement, donc ce chef d'inculpation, vous avez le droit évidemment aussi de vous abstenir. Il n'est pas retenu. Et nous allons maintenant passer au dernier chef d'inculpation. Parce que vous, en tant que juré, vous aurez aussi des questions à poser aux témoins, probablement. Le dernier chef, c'est l'application du droit. Parce que l'évolution de la loi, certes, on a vu qu'elle était même prolixe, et en même temps, est-ce qu'elle est appliquée? Est-ce qu'elle est appliquée selon que l'on sera fort ou faible? Je vais passer la parole à un premier témoin qui est Justine Ripoll, qui pourra nous parler aussi de l'affaire du siècle à laquelle elle a participé. Du coup, c'était est-ce que les lois sont appliquées? Alors déjà, c'est une question intéressante parce qu'en fait, ça veut dire qu'il existe, vous le reconnaissez, monsieur le juge, quand même dans le droit, des choses à appliquer. Donc il y a quand même déjà des éléments du droit, des pans du droit qui vont être positifs. Notamment, en fait, toutes les règles que les États se sont imposées. Par exemple, les engagements climatiques de l'État sont contraignants, donc ce n'est pas juste des belles promesses inscrites dans la loi. Les tribunaux ont reconnu que c'était quelque chose qui engageait l'action du gouvernement et sa responsabilité. Donc, une fois qu'on a fait aussi ce constat qu'il existe plein de choses dans le droit et que, comme on l'a dit et comme les jurés l'ont décidé, le droit est lent, est-ce qu'on peut d'ores et déjà considérer que ces lois jeunes, novatrices, ne sont pas appliquées ou qu'on est juste en train de les voir appliquées sur le temps long? L'affaire du siècle dirait que les lois sont appliquées. Maintenant, la question, c'est comment on va aller chercher de l'impact autour de ces décisions. Donc, par exemple, l'État est condamné, très bien, so what? Maintenant, comment on fait en sorte qu'il y ait de l'impact dans ces actions et qu'il soit forcé à agir? Et donc ça, on peut, par exemple, avoir les pénalités financières, et c'est ce qui sera probablement décidé par la suite, c'est comment on fait en sorte que l'État mette l'argent nécessaire à la mise en œuvre de ces engagements climatiques au bon endroit, dans la rénovation des bâtiments, plutôt qu'auprès d'entreprises pollueuses, ou la rénovation de lignes ferroviaires, plutôt que l'extension d'aéroports. Ensuite, il y a des acteurs qui sont aussi mal couverts par le droit. Et donc, du coup, on doit aussi, pour le mettre en application, finalement, aller tirer et chercher devant les tribunaux et au Parlement le fait que ces acteurs soient couverts. Les États sont assez couverts par le droit, mais par contre, les multinationales, en fait, c'est tout récent aussi que des entreprises aient ce genre de pouvoir-là et cette structure multinationale-là. Donc, c'est normal que le droit, qu'on a dit qui était lent, prenne un peu de temps à finalement couvrir leurs activités. Mais encore une fois, il y a déjà des choses dans la loi. En France, on a une loi qui, sur la question des multinationales, est unique au monde.
elle existe nulle part ailleurs et elle inspire en ce moment la négociation de lois similaires au niveau européen ou au niveau international. C'est la loi sur le devoir de vigilance des multinationales. C'est déjà inscrit dans la loi française que les multinationales, tout au long de leur chaîne de valeur, donc avec tous leurs sous-traitants et fournisseurs, doivent respecter tout au long de ces chaînes-là les droits humains et la protection de l'environnement. C'est déjà inscrit dans la loi. Maintenant, pour aller finalement les mettre en application, il faut aussi aller devant les tribunaux pour qu'il y ait des condamnations et qu'on puisse dire ça y est, ce pan de droit est appliqué. Donc encore une fois, on est dans le temps long. Il y a des contentieux devant les tribunaux contre des multinationales comme Total, comme Casino et d'autres. Et en fait, on est encore dans le temps où c'est trop tôt pour dire si c'est réellement mis en application. Sur la question des consommateurs, c'est pareil. En fait, le droit de la consommation, il est déjà assez protecteur sur certains aspects, notamment par exemple la question du greenwashing. En fait, on se plaint beaucoup du greenwashing, mais dans la loi, il y a déjà des choses pour protéger et empêcher le greenwashing. Mais c'est d'une certaine manière, est-ce qu'on est allé essayer de le mettre en application et de faire en sorte que toutes ces pubs qu'on considérait du greenwashing soient retirées? Ça n'avait pas forcément été très essayé avant. Et là, on commence à avoir beaucoup d'associations qui portent plainte contre des grandes entreprises pour greenwashing sur la base toute simple qu'en fait, c'est trompeur pour le consommateur. Et c'est déjà inscrit dans le droit. Et non seulement, je pense que ces décisions devant les tribunaux seront favorables, mais du coup, le législateur, au niveau français et européen, se pose ces questions-là et se dit comment on va aller réguler le greenwashing de manière beaucoup plus forte, parce qu'encore une fois, c'est une évolution qui est toute récente. C'est très à la mode, de manière récente, pour les entreprises, de se verdir. Donc, finalement, on doit mettre en application les outils du droit qu'on a déjà, mais le temps est long, les évolutions sont récentes, donc je pense qu'il est trop tôt pour dire si elles sont ou non appliquées. Merci pour ce témoignage très clair. Le second témoin va s'intéresser aussi à comment est-ce qu'il s'applique à l'État en tant que tel, qui lui-même est l'initiateur du droit, en tout cas au niveau national. On va s'intéresser aussi aux entreprises. Est-ce que les entreprises sont égales devant ces évolutions du droit et devant l'application de la loi? Donc, Benoît Delporte, quelle est votre position sur ce sujet et puis plus généralement sur ce que vous avez entendu, parce que vous voulez peut-être réagir à d'autres éléments indiqués auparavant? Alors, moi, je pense que selon moi, en fait, on a une application de la loi qui est assez différente en fonction qu'on est gros ou petit. Par exemple, dans notre secteur, qui est l'équipement de la maison et de l'électroménager, la loi, la législation a largement impacté notre secteur. Déjà sur une des grosses lois qui était la loi GEC sur la reprise de l'électroménager, ce qu'on appelle de manière un peu plus commune la D3E, on voit que les gros acteurs comme Darty, Boulanger ou Cdiscount, etc., ont des structures logistiques et peuvent faire face à à la loi plus facilement parce qu'ils ont des structures globales, beaucoup plus de personnes et des supply chains qui sont adaptées. Nous, pour récupérer la D3E, tout simplement, c'est quoi? C'est du 1 pour 1. On vend un produit, on doit récupérer l'ancien. Nous, quand on a créé notre structure, une petite structure à l'époque, on était 10-15 personnes et on n'avait pas un maillage national pour pouvoir récupérer les produits. Donc on nous a demandé d'appliquer la loi, de pouvoir récupérer les produits, mais aujourd'hui on n'avait pas de prestataires, on n'avait pas les équipes et avoir la capacité à pouvoir récupérer les produits facilement. Donc ce qui s'est passé, c'est que dès le début de l'application de la loi, on était complètement en illégalité. Alors que les grosses structures qui existent depuis longtemps, eux, c'était assez bénéfique pour eux. Donc après, ça a mis du temps pour mettre en application cette loi, trouver les bons prestataires, etc. Ensuite, toutes les sociétés se sont transformées et les prestataires logistiques ont trouvé des solutions pour pouvoir récupérer ces produits. Mais c'est vrai que ça a été une application assez inégale et qui a été compliquée pour nous. Il en a été de même pour l'indice de réparabilité qui a mis plus de 3-4 ans à être mis en place. Et à 2 jours de l'application de l'indice de réparabilité, nous n'avions aucune information
sur dans quelle mesure les produits étaient réparables chez les fournisseurs et chez les marques. Alors que tous les autres grands distributeurs avaient plus ou moins cette information-là. Donc on arrive toujours à la fin, donc c'est assez inégal effectivement entre les grands et les petits, et que souvent il y a beaucoup de lois qui sont mises en place, et il n'y a pas forcément derrière l'outillage juridique pour vérifier si elle est bien mise en application. On l'a bien vu récemment avec l'action qui a été menée par Laetitia et Hop chez Carrefour sur l'indice de réparabilité. On voit que en fait, c'est inégalement appliqué, et que en fait, il y a beaucoup d'entreprises, de grandes multinationales, comme tu disais tout à l'heure, qui n'appliquent pas ça, et aujourd'hui, qui, on ne peut pas dire s'en frottent les mains, mais qui ne sont pas trop touchés par ça. Donc c'est vrai que c'est assez différent entre, il y a une inégalité entre les petites et les grandes entreprises, et c'est sûr que ce n'est pas évident au quotidien de faire face à ça malgré toutes les bonnes volontés. Merci, même si vous avez fait allusion à une action manifestement illégale, hein, puisqu'on a eu quand même, on a été témoin d'intrusion dans un magasin avec des militants dangereux qui ont apposé des stickers sur des appareils. Donc voilà, je pense que dans ce tribunal, on ne peut pas se permettre de faire la publicité de ces événements. Néanmoins, merci pour ce témoignage montrant que les entreprises n'ont pas forcément la capacité, une capacité égale à appliquer la loi, et puis ensuite peuvent se permettre de l'appliquer à leur sauce, entre guillemets. Sur ce troisième chef d'inculpation, qui s'intitule de cette manière, c'est « La loi est mal et inéquitablement appliquée ». Aujourd'hui, donc selon qu'on condamne les puissants, les États, les entreprises. Qu'en pensent ici les jurés? Est-ce que vous considérez qu'il y a en effet ce problème d'application de la loi et de manière équitable? Qui dirait oui? Nous avons une majorité ici. Et qui pense que non, la loi est bien appliquée aujourd'hui et équitable? Il y a des défenseurs. On le note, mais ce chef d'inculpation est malgré tout retenu. Nous allons donc passer à une dernière phase de conclusion, parce que parfois pour les témoins, ce n'était pas évident de réagir à éventuellement, ils ont été mis en cause assez violemment les uns les autres. Non, ils ont peut-être des éléments à rajouter. Donc on va faire juste 2 minutes de conclusion de chacun des témoins, en commençant par Justine, sur ces enseignements-là de ces chefs d'inculpation. Est-ce qu'il y a des éléments à rajouter et à retenir? Il y avait plein d'éléments à retenir, j'espère. Non, ma conclusion, ce serait que en fait, tout changement vraiment systémique et vraiment durable, qui ne va pas être éphémère et qui va vraiment pouvoir donner des effets sur le long terme, il est forcément long. Il est forcément difficile, parce qu'il faut changer les rapports de force, il faut penser plein d'aspects, il faut à la fois pouvoir développer le droit pour pénaliser les acteurs qui se comportent mal, mais aussi accompagner et permettre de se développer plus facilement avec moins de contraintes pour ceux qui font les choses bien. Et qu'en fait, si on prend du recul et qu'on considère aussi que ce qu'on est en train de collectivement faire pour influencer les lois, les mettre en application ou innover avec des choses comme les droits de la nature, etc., ou l'écocide, en fait, tout ça, forcément, ça prend du temps parce que c'est des changements qui sont historiques avec un grand H. Et l'histoire prend du temps, met du temps, mais il ne faut pas accepter un constat d'échec dès le départ, parce que je pense que ça, c'est ce que aussi les acteurs finalement conservateurs veulent nous faire croire, c'est que la bataille, elle est déjà perdue, alors que c'est absolument pas le cas, elle est en cours. Merci pour Ève Truillet, les enseignements. Alors, je crois que je serai très rapide pour cette conclusion, en disant que le droit encadre, le droit autorise, le droit interdit les activités, les produits, les substances dangereuses pour les consommateurs, pour l'environnement.
C'est un outil fondamental pour la protection des intérêts divers, consommateurs, environnement, encore une fois. Et je vois assez mal comment on pourrait dire ou penser la protection de ces intérêts autrement ou sans le droit. C'est-à-dire sans le droit, si je pense aux critiques qui sont faites sur l'impuissance du droit, qu'on peut a priori trouver tout à fait fondée, hein, l'impuissance du droit à protéger correctement la nature, elles sont fondées effectivement, mais on pourrait aussi réfléchir autrement et se demander, et s'il n'y avait pas eu ces lois, ces accords internationaux, on en serait où aujourd'hui ? L'accord de Paris, par exemple, sans l'accord de Paris qui est effectivement un accord assez largement souple, avec des engagements volontaires des États, etc. Et pourtant, ça produit des effets réels, dans le monde réel, aujourd'hui. Donc je pense qu'il faut peut-être changer parfois de point de vue et essayer de se demander comment serait notre monde aujourd'hui sans le droit. Le droit est un outil fondamental, mais ce n'est qu'un outil. Et le droit ne peut pas tout. Ma conclusion, c'est que certes, le droit ne peut pas tout. Il y a d'autres enjeux, d'autres phénomènes politiques, économiques, sociétaux qui s'articulent avec ça. Et face à ça, le droit n'est pas omnipotent. Merci. On va continuer le tour de conclusion des témoins. Donc moi je vais faire une analogie. Dans la durabilité, moi je dis toujours qu'il y a un triptyque fort, il y a 3 acteurs forts. Il y a les marques qui vont créer des produits qui vont être éco-conçus, qui vont être faits pour durer, les distributeurs qui vont mettre en place des politiques pour faire durer les produits, les garantir plus longtemps, et des consommateurs qui vont aussi avoir leur rôle à jouer en essayant d'entretenir, faire durer les produits le plus longtemps. Dans la protection des consommateurs et des enjeux climatiques, il y a aussi un triptyque fort pour moi, qui sont les associations de consommateurs comme HOP, qui sont à l'initiative de l'indice de réparabilité et durabilité, des sociétés comme nous, Back Market, Murphy, Spareka, qui vont aussi œuvrer pour faire durer les produits plus longtemps, et aussi du coup l'État qui est un 3e acteur et qui est là pour normaliser, harmoniser les pratiques et les rendre accessibles à tous. Ce qu'on voit là-dedans, c'est qu'en fait, il y a un temps pour tout et chaque entité en fait, a une temporalité qui est différente et surtout des contraintes qui vont être différentes. Vous allez prendre les entreprises, en fait, ils vont avoir cette capacité à innover, à aller plus vite, à casser les codes, etc. et parfois aller plus vite que les lois. Et ce qui va être important par rapport à ça, c'est que derrière, l'État soit là, et même si c'est toujours plus long, soit là pour accompagner ces changements qui est initiés par les associations de consommateurs, initiés par les sociétés, et harmoniser ces pratiques. Parce que c'est vrai que ça peut partir un peu dans tous les sens, aussi bien les associations que les entreprises, et qu'à la fin, il est important qu'il y ait un discours qui soit commun, harmonisé et mutualisé. Donc voilà ce qui est en train de se passer par exemple sur l'indice de réparabilité, sur l'indice de durabilité, parce qu'à la fin, il peut y avoir une forme de cacophonie et que si chacun commence à émettre un message différent, même s'il va vers le même chemin, à la fin, ce n'est pas harmonieux, ce n'est pas lisible et compréhensible pour le consommateur et que la force quand même de l'État et de la législation permet de harmoniser tout ça et faire qu'il y ait une lecture qui soit claire et lisible pour tous. Donc oui, il y a des temps qui sont vraiment différents en fonction de la typologie des acteurs, mais à la fin, je pense que l'État fait bien son travail, même si le temps est long. Et voilà, moi je lui reprocherais un petit peu de la mise en application qui est parfois n'est pas bien faite, et surtout, je pense qu'ils n'ont pas les moyens en fait de mettre en application la loi, vu le nombre de lois qui sont pondues, même si elles vont dans le bon sens en fait. Donc voilà, après la mise en application pour moi est un enjeu qui est vraiment important. Pour moi aussi, le mot de la fin. Moi, peut-être, je mettrais l'accent sur la question des rapports de force, c'est-à-dire le droit reflète les rapports de force.
Mais des fois, on peut y lire des choses intéressantes aussi dans ces rapports de force qui créent parfois de la lenteur. Vous avez peut-être entendu parler de la décision européenne sur le chargeur unique, c'est-à-dire le chargeur USB type C. C'est quelque chose qui va nous permettre de moins gaspiller des câbles et des métaux précieux. C'est une victoire. Mais si on regarde dans les détails, on a commencé à en parler en 2009. Quand est-ce que c'est que ça va être mis en application? Automne 2024. Ça fait beaucoup de temps. Et quand est-ce que ça va s'appliquer aux ordinateurs? Après 40 mois de tout ça. On pourrait dire, oh là là, mais c'est n'importe quoi. On pourrait être très, très, très déçu. On pourrait dire, c'est clair qu'il y a quelques entreprises qui ne sont pas si progressistes et, disons, environnementalement responsables que celle à ma droite, par exemple, qui sont allés voir et qui ont bloqué ce processus. Et on pourrait être très triste par rapport à ça. Mais on pourrait aussi se dire, s'ils bloquent ce processus, ça veut dire que ça sert à quelque chose, le processus. S'ils ont peur de ce processus, s'ils me mettent les bâtons dans les pattes à moi tout le temps, à Bruxelles, tous les jours, c'est qu'on lui fait peur. C'est que ça marche, c'est que ça les impacte et ça les affecte. Donc, aussi dans la tristesse de la lenteur ou de l'inefficacité, on peut y voir notre pouvoir en tant que citoyen d'impacter leur façon de produire, leur façon de nous vendre des choses et notre façon de consommer. Voilà. Merci pour ces 4 témoignages. Les jurés ont peut-être des questions à adresser aux témoins pour pouvoir se faire leur avis final, parce qu'après, ils vont devoir se prononcer sur est-ce qu'on peut vraiment protéger la planète et le consommateur par les lois. Il y a une première question ici, on va en prendre éventuellement 2 ou 3, donc n'hésitez pas. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier les intervenants pour la profondeur, la qualité des débats. Alors, ce n'est pas vraiment une question, mais c'est plutôt une remarque sur laquelle peut-être j'aimerais une réaction des invités. On a discuté de 3 chefs d'inculpation et moi j'aimerais en établir une 4e, c'est-à-dire à quel moment le législateur s'interroge sur les moyens qu'il va mettre en œuvre pour faire appliquer la loi. Et à aucun moment on a de débat et de discussion sur la façon et les moyens qu'on va mettre en œuvre pour appliquer la loi, et du coup on établit des lois, on fabrique des lois sans avoir aucune idée de la façon dont on va les appliquer. Donc j'aimerais avoir une réaction peut-être des invités sur cette question. Oui, merci. Est-ce qu'il y a une autre question à prendre tout de suite au fond de la salle? Moi, j'ai une question aussi. J'en profite pour me diriger vers la prochaine. Et je me demandais comment est-ce que... Enfin, on a commencé à en parler à la fin avec Christina, mais le rôle des lobbies dans tout ça, parce qu'en effet, on compte beaucoup sur les associations pour appliquer le droit de l'environnement, le droit de la consommation, mais force est de constater que les associations de citoyens ont peu de moyens, sont pas forcément outillés, donc quelque part face à des lobbies au contraire très puissants qui payent des gens pour faire du lobby à Bruxelles, etc. Le rapport de force dont on parle, on essaye de le faire, d'y œuvrer, mais il est complètement au désavantage du consommateur et de l'environnement. Donc comment est-ce qu'on peut adresser cette question? Et puis juste rebondir sur ce qu'il vient d'être dit. C'est vrai que l'application des lois, on peut regretter que finalement les législateurs, y compris les parlementaires et le gouvernement, mettent très peu de moyens à vérifier ce que deviennent leurs lois. Il y a un peu l'excitation, l'enthousiasme de faire une nouvelle loi, mais après, à savoir si elle est bien appliquée, les parlementaires, je pense, ne se posent même pas la question. Et c'est quand même grave. Parce que ça fait partie de leur rôle. Ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, autant qu'ils essayent d'appliquer les lois qu'ils ont fait voter. Donc ça, c'est vraiment regrettable selon moi, et j'aimerais avoir votre réaction. Et une autre question, pardon. Oui, merci. J'ai une question relative au droit de vigilance. Le devoir de vigilance, pardon. Je voulais avoir un avis global de l'ensemble des intervenantes et intervenants, notamment sur... le rapport entre devoir de vigilance et durabilité des produits, le devoir de vigilance en France, est-ce qu'il est déjà bien appliqué ou pas? Est-ce que, du coup, le devoir de vigilance à l'échelle de l'Union européenne, qui est en train d'arriver là,
dans vraiment pas longtemps, peut être un levier pour améliorer cette durabilité. Voilà. Merci. Alors, parmi les témoins, vous avez donc 3 questions ici. Vous avez le droit de répondre à 1, 2 ou 3 questions. Et donc, comment est-ce qu'on contrôle ? Comment on appréhende le rôle des lobbies qui vont aussi dans le sens inverse de celui de la planète et du citoyen? Et comment est-ce qu'on appréhende le devoir de vigilance? D'ailleurs, au passage, si l'un d'entre vous peut le définir pour nos jurés. Qui veut commencer? Moi, je vais être rapide. J'aimerais bien en toucher 2, si j'ai le droit. Pour ce qui est des moyens que les États se donnent pour appliquer ce qu'ils décident. Moi, je dirais que ça va même plus loin. Si on regarde, je vous parle toujours à niveau européen parce que c'est mon domaine. Si on regarde la Commission européenne, elle a sorti un plan d'action, Action Plan, sur l'économie circulaire qui est magnifique. Si on regarde, il y a tous les points qu'on voudrait voir, on est dans le meilleur du monde. Et après, on regarde dans la pratique, quand est-ce qu'elle devait sortir ces propositions de loi? Là, maintenant, dans les derniers mois et années. Et pourquoi elles n'arrivent pas? Parce qu'on n'a pas mis les moyens derrière ces promesses. C'est-à-dire qu'il y a 3 pauvres policy officers qui sont complètement en burn-out, qui essayent de courir après les deadlines et qui sont en difficulté. Et pourquoi? Parce que si on regarde bien, c'est toujours la question des rapports de force, parce que les États membres coupent les moyens à la Commission européenne parce qu'ils veulent garder le contrôle des lois et ils ne veulent pas mettre la plupart des moyens sur les questions environnementales et ils continuent à en mettre sur des questions qui sont peut-être importantes aussi. Mais nous, on considère qu'il faut absolument avancer sur les questions environnementales. Donc la question de comment on fait pour mettre les moyens là où on a mis des promesses, je dirais qu'il faut toujours faire la pression sur les décideurs politiques parce que les moyens, ils sont là. On l'a vu pendant plein de crises, quand on veut, on les sort. Pour ce qui est des lobbies, alors à Bruxelles, je dirais qu'on est spécialisé en ça. Je dirais qu'on ne va pas arriver à effacer les lobbies. On ne va pas arriver à effacer les lobbyistes de Apple, Microsoft, Google, etc. Ce qu'on peut faire, c'est avoir nos propres lobbies. Et par exemple, pour ce qui est du droit de la réparation, Right to Repair Europe, c'est exactement ça qu'on essaye d'être. On essaye d'être le lobby de la réparation et d'une consommation plus responsable de ce point de vue-là. Après, il y en a plein d'autres pour plein d'autres sujets. Mais je dirais que la seule façon de contrer ces messages-là, c'est d'amener nos propres messages. Je peux aussi signaler une association très, très importante qui s'appelle Corporate Europe Observatory, CEO, qui fait de la vigilance par rapport à l'influence des lobbies. Et si vous pouvez vous intéresser et les soutenir, ils font un travail très important. Merci pour ce premier retour de témoin. Justine. Je vais essayer de répondre un peu aux 3 questions, puisqu'effectivement, même pour la première question, le devoir de vigilance est un bon exemple. Donc, très brièvement, le devoir de vigilance, c'est une loi qui a été votée en 2017, donc c'est vraiment tout récent, et qui, du coup, impose aux multinationales de vraiment identifier, cartographier tous les risques que représentent leurs activités pour les droits humains et l'environnement. Donc, c'est extrêmement large. Ils doivent faire ce travail-là de vraiment, on identifie les risques, on les cartographie et on met en place des mesures qui vont garantir d'une certaine manière qu'on ne va pas avoir un impact négatif sur les droits humains et l'environnement. C'est quelque chose qui est extrêmement ambitieux. En fait, si déjà les entreprises multinationales faisaient réellement tout ça, en fait, les choses, elles seraient vraiment différentes. Et c'est un bon exemple, cette loi, pour la question de la réflexion autour de la mise en œuvre des lois que le Parlement vote. Je pense que déjà, une première partie importante de la réponse, c'est que avant même de savoir si on a les moyens de faire appliquer les lois, c'est la question de la volonté politique. La loi sur le devoir de vigilance, elle a été votée au moment de la présidence de François Hollande, et depuis,
l'exécutif a toujours fait en sorte de mettre des bâtons dans les roues de l'application de cette loi, notamment par exemple en ne donnant jamais la liste des entreprises qui sont soumises à cette loi. C'est complètement aberrant, ça ne fonctionne pas comme ça en général. On est censé pouvoir donner finalement aux citoyens, aux entreprises, la possibilité de réellement mettre en œuvre les lois. Pour l'instant, il n'y a pas de liste de à quelles entreprises c'est appliqué. Et c'est encore une fois des associations qui font ce travail de, selon les critères de la loi, ça s'applique comme ci, comme ça. Donc il y a vraiment déjà cette question de volonté politique et donc de rapport de force, de comment on force aussi l'exécutif à débloquer des verrous qui existent. Après, il y a une autre partie de la réponse, c'est qu'il y a plein de règles qui sont pas compliquées à mettre en place. C'est-à-dire, on voit qu'il y a par exemple beaucoup en ce moment d'allégations de neutralité carbone. La Coupe du Monde au Qatar est la première Coupe du Monde neutre en carbone. C'est complètement aberrant quand on sait qu'il y a des stades climatisés, des vols réguliers, des shuttle flights en provenance des pays à côté tous les jours au nombre de presque 500. C'est impossible que cette Coupe du Monde elle soit neutre en carbone. Ça, c'est une allégation qui est trompeuse, qui est mensongère. Et en fait, si un juge décidait de confirmer cette interprétation-là, en fait, instantanément, on n'aurait plus le droit de diffuser ce genre d'allégations. Donc la mise en application de certaines règles, elle peut être quasiment instantanée. Et après, je dirais qu'il y a la question de... Finalement, la mise en application, c'est souvent aussi des pénalités financières ou des moyens financiers donnés à la mise en application. Et sur tout ça, il y a beaucoup de réflexions. Que ce soit des organisations, des associations, mais aussi des tribunaux, des juges eux-mêmes parce qu'ils sont confrontés à un manque de moyens, du Conseil d'État aussi qui se pose cette question de dire ça sert à quoi de condamner l'État pour pollution de l'air et de lui demander des millions d'euros par semestre de retard. Comment je vais peut-être plus loin, comment je garantis l'impact. Donc il y a toutes ces réflexions, elles sont en cours, mais effectivement elles vont mettre peut-être un peu de temps à pouvoir se préciser. Merci, nous avons eu 2 réponses. Est-ce qu'il y en a d'autres parmi nos témoins? Pas forcément. Petite. Est-ce que là ça marche? Oui. Bon, peut-être de manière très brève, toutes les questions sont très intéressantes. La première est une question piège en réalité, parce que moi je ne suis pas capable de vous répondre, hein, monsieur. Vraiment. Vous avez sans doute touché là du doigt la faille principale du système. S'agissant du lobbying, c'est un exemple, je pense, tout à fait flagrant des limites du droit. C'est-à-dire que, en fait, le lobbying, c'est à Bruxelles en particulier, c'est encadré par le droit. Hein. C'est-à-dire qu'il y a un registre des entreprises qui font du lobbying qui a été établi, un code de bonne conduite, enfin, il y a un certain nombre de règles qui s'appliquent. Mais ces règles-là, elles ne réduiront jamais la différence de puissance financière entre, je ne sais pas moi, les grandes entreprises présentes à Bruxelles et les associations qui sont présentes également, mais qui ont moins de moyens, qui ont moins de personnes sur place, des bureaux plus petits, qui ne peuvent pas faire ce que font les grandes entreprises. Donc la réponse, c'est celle qu'a donnée Christina. Hein. Engagez-vous, quoi. Enfin, il faut qu'il y ait plus de monde dans les associations, qu'on fasse plus de bruit, quoi. Enfin, il n'y a pas d'autre explication que celle-là. Et enfin, peut-être, sur le devoir de vigilance, ajouter à la réponse qu'a faite Justine à l'instant, le fait que cette loi de 2017, la loi française, eh bien, c'est la première loi au monde à prévoir ce devoir de vigilance des entreprises multinationales qui s'applique également aux entreprises qui ont leurs activités ailleurs qu'en France. Ça, c'est intéressant aussi. Et l'Union européenne est en train, a pris conscience en fait de l'intérêt de cette loi, de la puissance de cette idée-là, hein, de la prévention par le plan de vigilance, et est en train de réfléchir à harmoniser les conditions à l'échelle des 27 États membres et d'adopter une directive qui irait dans ce sens. Mais je crois comprendre que ce n'est pas gagné sur le contenu du texte, qui est encore en négociation. Juste rebondir du coup sur ce dernier point. Typiquement, en fait, là sur la question des lobbies, il y a un parfait exemple en ce moment avec cette directive européenne. C'est que le 1er décembre, les chefs d'État doivent se mettre d'accord sur leur version du texte.
Et actuellement, la France est en train de faire n'importe quoi. L'explication à ça, c'est probablement les lobbies et la force des entreprises françaises qui ont déjà l'expérience de cette loi, certaines qui sont déjà attaquées devant les tribunaux et qui se disent c'est là une opportunité géniale de faire disparaître les procès devant les tribunaux et d'affaiblir la loi française, parce que s'ils arrivent à négocier au niveau européen un texte qui est moins ambitieux que le texte français ou qui est assez mal fait avec des failles bien mises aux bons endroits, bah en fait, d'un coup, c'est aussi tout ce travail-là pendant des années d'associations et de parlementaires pour faire évoluer le droit qui peut être tout de suite en fait annihilé. Et donc du coup, j'ai envie de dire, c'est un parfait exemple de quand vous verrez des choses peut-être sortir dans les médias ces prochaines semaines sur justement les négociations que la France est en train de faire, bah, engagez-vous, faites du bruit autour de ça, parce que c'est des choses qui peuvent avoir un impact énorme et les multinationales l'ont bien compris. Les citoyens, pour l'instant, on est peut-être encore un peu en retard. Merci pour ce complément. On est bon. Alors les jurés, qu'en pensez-vous pour clôturer? Parce que je pense qu'on ne doit pas tarder à clôturer cette table ronde. On avait dit qu'on qu'on terminait à 12h30, mais on avait commencé un peu en retard, donc ça va. Et puis c'est une question très importante quand même, parce qu'elle joue sur le levier utilisé par nos associations, par les citoyens qui parfois s'épuisent. C'est dans la plainte. Hein. Le droit est accusé d'épuiser également les citoyens parce qu'ils passent un temps considérable à effectuer non seulement du lobbying, des pétitions, des recours, pour obtenir quelques maigres avancées, pas toujours appliquées. Et en même temps, il y a eu tous ces éléments encourageants, ces évolutions qui ont été signalées tout au cours de ce procès en faveur de la réparation, en faveur de nouveaux droits, de condamnations possibles d'entreprises, d'États, des innovations comme ce devoir de vigilance pour voir au-delà du cadre national ou européen. Qu'en pensent au final les jurés ici présents? Est-ce qu'on peut compter sur le droit? Est-ce qu'on peut compter sur la loi pour protéger la planète et le consommateur? Vous aurez le droit aussi de vous abstenir. C'est sûr que c'est un vote très, très engageant, hein, parce qu'on peut toucher ici une condamnation historique. Mais on est là pour faire l'histoire, comme ça a été dit d'ailleurs, je crois, à ma gauche. Alors, qui est plutôt favorable au fait qui pense qu'on peut compter sur le droit et la loi pour protéger la planète et le citoyen? Nous avons de nombreuses mains levées. Qui pense qu'on ne doit pas compter sur ce levier-là? Qui s'abstient d'une réponse claire? Nous avons donc, pour clôturer ce procès, nous avons donc plusieurs chefs d'inculpation qui ont été retenus quand même, comme celui de la lenteur, comme celui de l'inégale application du droit et d'insuffisante application du droit. En revanche, il y avait cette volonté de défendre cet outil parce qu'il n'est pas nécessairement conservateur, il peut mettre en avant des combats d'avant-garde. Et il y a une invitation de la part des témoins à être plus nombreux, à s'engager, pour que le rapport de force, qui est un mot qui est beaucoup revenu, soit en faveur des générations futures, en faveur du vivant, en faveur d'un mode de vie durable. Et donc on en conclut avec ce souhait de compter sur cet outil, mais parmi d'autres. Je pense que de toute manière, ça n'empêche pas qu'il faut agir au sein des entreprises, dans la rue, qu'il faut désobéir sur certains points pour forcer à des évolutions plus rapides. Donc, voilà ce que retient ce tribunal aujourd'hui. On vous remercie de votre participation parce que c'est ainsi que le droit se construit. C'est la somme des interventions des uns et des autres. Et donc, nous vous remercions de vous être déplacés ce matin. Je vais peut-être passer la parole à Laetitia pour qu'elle nous indique le programme de l'après-midi.